Donc bonjour à tous, on va enchaîner effectivement sur une session dédiée à la recherche. Du coup, on va commencer par rappeler les différents orateurs qui auront 15 minutes de parole, puis on aura 15 minutes de discussion avec eux et d'échange. Bonjour à tous, je suis Pierre-Emile Rotou, je suis président du conseil scientifique de l'UFR de médecine Paris-Cité et très heureux d'ouvrir cette première session recherche, la deuxième étant demain à 11h30. Et au cours de ces deux sessions recherche, nous allons couvrir les grands enjeux du moment de la recherche. Et sans plus attendre, je voudrais inviter le professeur Didier Samuel, qui, après de nombreuses fonctions, dont celle de doyen de la faculté de médecine, ou de l'UFR de médecine de l'université Paris-Saclay, est actuellement... Paris-Saclay, excusez-moi, est actuellement président directeur général de l'INSERM. Il va nous parler d'un sujet qui nous interroge, qui est cette agence de programmation en santé, sa structuration et ses missions. Cher professeur Samuel, cher Didier, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel, merci Olivier, merci pour l'invitation. En effet, après être doyen, je suis maintenant à la tête de l'INSERM, et donc je viens vous parler aujourd'hui de l'agence de programme de recherche en santé. Et donc voilà. Alors, comme vous le savez peut-être, il y a eu l'année dernière un rapport par le professeur Gillet qui a suggéré que soit créé au sein des organismes de recherche des agences de programmes de recherche pour être plus stratégiques. Ceci a été repris par le président de la République dans un discours sur la recherche et l'avenir de la recherche le 7 décembre 2023, et donc ont été créées 7 agences dont je vais vous donner le principe. Et donc le principe est que donc, ces agences sont liées aux organismes nationaux de recherche. Elles sont également, le principe aussi est que ce soit le président de l'organisme de recherche qui pilote, qui préside l'agence, mais il y a bien sûr un directeur ou une directrice exécutive. Et donc vous voyez ici la liste des 7 agences. Donc le CNES a l'agence de recherche spatiale, le CNRS a une agence sur le climat, la biodiversité et les sociétés durables. L'INRAE a une agence qui couvre l'ensemble de son champ d'action, qui est donc l'agriculture, l'alimentation durable, les forêts, et qui s'appelle AgriLife. L'INRIA est l'agence de programme numérique, logiciel et algorithmes. Et l'INSERM s'est vu confier à l'agence de programme de recherche en santé et qui couvre l'ensemble des champs d'action de l'INSERM. Et quant au CEA, 2 agences ont été créées au sein du CEA, une sur les composants aux systèmes et infrastructures numériques et une autre sur l'énergie décarbonée. Alors, le challenge pour l'INSERM et pour son président, c'est-à-dire moi en tant qu'organisateur de l'ensemble de l'INSERM, et c'est pour ça que je voulais aussi repositionner l'agence au sein de l'INSERM, et aussi donc de gérer à la fois le rôle d'opérateur de recherche de l'INSERM et ce nouveau rôle de coordinateur de la recherche via cette agence. Et donc il est important d'arriver à trouver un fonctionnement à la fois de la partie opérateur de recherche et la partie agence. Et c'est à la fois lié et à la fois différent. Alors, aussi, avant de parler de l'agence, je voudrais repositionner les différents programmes de recherche qui sont en santé actuellement. Et les agences ont été créées dans le cadre d'une philosophie qui s'est modifiée ces dernières années, avec la création notamment d'outils nouveaux qu'on appelle les PEPR, Programmes et équipements prioritaires de recherche. La communauté de recherche n'a pas toujours percuté, je dirais, ces nouveaux programmes, qui sont des programmes, l'idée du gouvernement est aussi qu'il y ait plus de programmes stratégiques au niveau national, refaire de la stratégie de la recherche, et puis aussi avoir des financements conséquents. Et on a été aidé par France 2030, qui a un volet santé qui a été mis en place, notamment après la crise Covid. Et ces PEPR, le principe par rapport au projet soumis à l'Agence nationale de recherche est d'avoir une partie plus top-down, où les pilotes de projets font des consortiums de chercheurs scientifiques autour de projets ciblés, et puis aussi des appels à projets
plus ciblés ou non au sein du PEPR, et puis aussi d'autres aspects de financement comme des bourses doctorales ou des chaires de professeurs. Donc vous voyez ici, il y a donc deux types de PEPR, ceux dits stratégie nationale d'accélération et ceux qui sont exploratoires. Et vous voyez que donc ces premiers PEPR, il y en a 8 que pilote ou copilote l'INSERM, ont été mis en place avec, en général avec un autre organisme de recherche, ce qui traduit d'ailleurs l'interdisciplinarité de plus en plus forte de notre recherche. Et par exemple, sur la droite, vous voyez donc les maladies infectieuses émergentes, 70 millions d'euros sur 5 ans avec la NRS, biothérapie et bioproduction, notamment de médicaments, avec 80 millions d'euros sur 5 ans avec le CEA, la santé numérique ou le numérique en santé avec l'INRIA, l'alimentation, le microbiote et la santé avec l'INRAE, et aussi santé des femmes, santé des couples, avec notamment 2 axes, endométriose et infertilité des couples. Et puis à gauche, vous avez aussi des programmes dits exploratoires, et notamment un gros programme sur la psychiatrie de précision, centré notamment sur la cohorte de la Fondation fondamentale, mais aussi donc sur deux maladies essentiellement, la dépression et la schizophrénie. Et puis 2 plus récents qui sont dotés de chacun de 50 millions d'euros, qui sont sur l'identité cellulaire avec des applications sur les tumeurs cérébrales de l'enfant et avec le CNRS, et l'autre sur le développement des organes et des organoïdes et des organes sur puce avec le CEA et avec le CNRS. Alors, d'autre part, l'INSERM, plus récemment, a mis en place aussi des plus petits programmes dits d'impulsion qui visent plus tard à lancer de plus gros programmes, on l'espère. Et vous voyez ici une liste de 5 petits programmes. C'est des programmes quand même à 1,5 million d'euros sur 3 ans et sur différents axes comme la neurotechnologie et notamment la stimulation neurologique non invasive, les aspects de changement climatique et de santé, d'exposome et de santé, qui sont des axes de recherche qui vont devenir majeurs pour nous, de façon intéressante, la chirurgie du futur, et avec notamment tous les aspects jumeaux numériques, simulation, nouveaux aspects mathématiques et de chirurgie augmentée, et puis les mécanismes multicellulaires tridimensionnels. Enfin, avant de parler juste de l'agence, un programme important a été mis en place pour la première fois en 2024, qu'on appelle programme Recherche à risque, financé par France 2030. Ce programme Recherche à risque a été, je dirais, donné aux organismes, et donc l'INSERM a eu 30 millions d'euros cette année, donc uniquement en 2024, pour lancer un programme avec le principe, et donc un appel d'offres pour 10 programmes dits d'accélération, dits de rupture à fort impact, permettant aussi de consolider autour de chercheurs d'horizons différents, d'origines différentes, sur un programme ciblé. Et puis, donc, dans ces 30 millions, il y a 10 programmes à 2-3 millions d'euros chacun, et puis une quinzaine de programmes qui sont des tickets d'amorçage pour des idées novatrices à 100-150 kg d'euros. Et vous voyez en bas les 3 premiers qui ont été labellisés comme programme d'accélération sur l'évolution de l'immunité au cours de l'évolution, la stimulation personnalisée non invasive neurologique, et aussi les effets des emballages alimentaires sur l'impact, leur impact sur la santé, c'est quelque chose qui n'a jamais été étudié, et puis un programme exploratoire sur le contrôle neurologique de la respiration. Alors, le principe de l'agence de programme de recherche en santé, c'est clairement d'être premièrement inclusif, c'est-à-dire d'inclure l'ensemble des partenaires de la recherche en santé, et d'être inclusif et aussi d'être stratégique, et aussi d'être dans une capacité de discuter avec l'État pour remonter les priorités stratégiques que nous estimons essentielles, et pas seulement que l'État descende uniquement des programmes. Donc les missions, vous les voyez ici, elles sont larges, mettre en place une vision prospective au service de l'induction de programmes de recherche innovants, ambitieux, sur des questions prioritaires de santé, et il y en a beaucoup. C'est pas le fait de faire tout, mais il y a beaucoup de questions sur lesquelles nous devons investir. Mettre en place aussi une capacité d'expertise interdisciplinaire,
et puis garantir aussi l'articulation entre les différents programmes. Et une feuille de route aussi immédiate sur la droite que vous voyez, qui nous a fait un peu travailler dans une semi-urgence dès le départ, puisque l'État nous a dit on a encore un budget dans le sein de France 2030 pour des PEPR. Et donc nous avons travaillé assez rapidement pour mettre en place plusieurs programmes prioritaires à proposer à l'État cet été. Et donc je vais revenir aussi sur les différents programmes que nous avons, sur lesquels nous travaillons. Alors, comment a été organisée la gouvernance de l'agence ? Ça paraît un peu compliqué. L'État nous a demandé d'avoir 3 niveaux de gouvernance. Un comité de liaison avec l'État, qui se réunit 1 à 2 fois par an. L'agence parle avec l'État et ses tutelles, notamment le MESR pour nous et le ministère de la Santé, mais d'autres ministères sont impliqués, l'agriculture, les armées, l'environnement. Et puis, un comité des partenaires sur lequel je vais revenir. Mais le comité des partenaires donc, est le comité où sont l'ensemble des acteurs de la recherche en santé. Et ce comité est le comité décisionnel. Et comme le comité, vous allez le voir, est très nombreux, j'ai souhaité avoir un bureau exécutif issu de ce comité des partenaires pour être fonctionnel. Et donc, le comité des partenaires se réunit tous les 3-4 mois, alors que le bureau exécutif se réunit tous les mois. Et puis, ensuite, d'avoir des comités opérationnels par programme qu'on va décliner. Et l'INSERM apporte aussi sa structure logistique. L'agence n'ayant pas un financement énorme pour son fonctionnement, l'INSERM apporte son apport logistique, juridique, financier, et aussi, nous avons un département des partenariats stratégiques qui travaille déjà sur les premiers PEPR. Alors, vous voyez que l'ensemble des partenaires, finalement, tous ceux qui font de la recherche en santé sont présents au comité. Vous avez les organismes de recherche, et tous sont présents. Vous avez aussi les universités et les écoles, avec notamment France Université, UDIS et la conférence des doyens de santé. Et puis, vous avez aussi le monde du soin, avec la conférence des DG de CHU, celle des PCME, Unicancer, le RESPIC et le CNCR. Et puis des organismes partenaires qui sont comme l'Établissement français du sang, l'Institut de recherche biomédicale des armées et les agences. Il y a beaucoup d'agences en santé, non seulement l'Agence nationale de la recherche, mais l'Agence de la biomédecine, l'INCa sur le cancer, et puis l'ANSES sur l'environnement, la CNAM, Santé publique France, l'HAS, l'ANSM, etc. Et puis aussi le monde socio-économique avec une représentation de la FEFIS qui représente l'ensemble des partenaires pharmaceutiques, mais il faut aussi France Association Santé pour les patients et aussi la Fondation pour la recherche médicale qui représente les fondations et BPI. Alors le comité des partenaires, sa mission, c'est d'organiser le travail collectif autour des grandes orientations de l'agence, coordonner les efforts de recherche en matière de recherche biomédicale, articuler les programmes, définir des priorités stratégiques, choisir des priorités stratégiques, valider les programmes de recherche ou les grands plans, et aussi nous positionner par rapport aux grands programmes européens, et puis bien sûr donner un avis sur le bilan d'activité, des documents de prospective que nous produirons, et un partage de l'information sur les actualités, les enjeux de recherche dans le champ de thématique de la biologie et de la santé. Et comme je vous l'ai dit, donc, par rapport à d'autres agences, j'ai choisi aussi de montrer l'inclusivité. Donc je préside l'agence. Un directeur exécutif a été nommé, c'est Franck Mouton, qui est un ancien chercheur du CEA et qui a une valence biotechnologie avec notamment du monde industriel, puisqu'il présidait également l'association France Biotech. Et donc qui a pris, et je le remercie, la direction exécutive de l'agence. Mais j'ai souhaité aussi avoir 2 vice-présidents, un représentant les DG de CHU, et c'est Nicolas Revel, directeur général de la PHP, et un représentant France Université, qui est Régis Bordet, président de l'Université de Lille. Et vous voyez donc la composition aussi du bureau exécutif qui fonctionne donc par représentation au sein du collège. C'est des choses qui peuvent aussi évoluer, mais c'est actuellement, disons, la façon de fonctionner, et le bureau exécutif se réunit tous les mois. Donc voilà que la composition du bureau, et donc avec ses missions, c'est aussi donc de préparer les réunions du comité des partenaires, de tenir informés les partenaires, de s'assurer donc du suivi des actions décidées par les partenaires,
et avec un reporting et une réunion une fois par mois. Alors, les premiers programmes qui ont été instruits, nous avions une commande, en fait, comme je vous l'ai dit, toutes les agences avaient une commande de fournir des programmes prioritaires dans leur champ thématique pour un volet global entre 300 et 350 millions d'euros, mais c'est pour toutes les agences. Et donc, 3 programmes sont remontés, je ne vais pas avoir le temps de les détailler, mais pour vous dire que donc, le premier programme qui a été sélectionné, qui est en cours d'instruction, est sur les troubles et les maladies neurodégénératives, et piloté, donc vous voyez ici les pilotes, et les pilotes sont de plusieurs origines. Elena Moreau et Luc Buet sont les principaux pilotes. Elena Moreau est PUPH en neurologie et Luc Buet est DR-CNRS dans l'Institut de neurosciences à Lille. Le deuxième programme est un programme sur les maladies inflammatoires chroniques et aussi avec un lien avec l'auto-immunité. Et vous voyez ici les porteurs de projets qui sont 3 et qui organisent actuellement la rédaction du programme. Nadine Serbe-Soussan, qui est une DR INSERM, Anthony Buisson, qui est un PUPH à l'Université de Clermont-Ferrand, et Luc Mouton, PUPH également à la PHP. Et puis le troisième programme, qui sera probablement un peu moins financé, mais que nous avons soutenu et proposé, et pour l'instant c'est validé, encouragé, sur la transplantation, la régénération. Nous avons pensé que c'était un programme innovant, en plus avec actuellement une présence française assez forte et innovante, notamment sur des aspects IA et prédiction du rejet, prédiction des problématiques au cours des transplantations d'organes, et avec trois pilotes, François Patou qui est à la fois PUPH et directeur d'unité INSERM, Alexandre Loupi qui est également PUPH et directeur d'une équipe INSERM, et Eric Vibert qui est PUPH et qui va être directeur d'une équipe INSERM. Et donc ces programmes vont être déposés au SGPI et sont en instruction. Alors, un point aussi important, c'est que nous avions un peu, je dirais, sous le coude d'autres programmes sur lesquels nous travaillons, et depuis 1 an avant la création de l'agence, l'INSERM, avec d'autres partenaires comme le CEA et Pasteur, notamment, travaillait sur un programme dit France Vaccin. En effet, le constat que la France n'était pas vraiment au rendez-vous lors de la crise Covid sur le vaccin, et le retexte de ceci est qu'il y a une perte d'expertise en vaccinologie française, alors que des vaccins importants comme le vaccin de l'hépatite B ont été découverts en France, et le VIH a été découvert en France, même s'il n'y a pas de vaccin. Mais je veux dire, il y a donc perte d'expertise qui a été constatée, une absence de présence sur les vaccins ARN messagers. Et donc, ce programme, France Vaccin, nous y travaillons avant l'agence, mais l'agence va le piloter. Et donc, ce programme est un programme à hauteur de 100 millions d'euros. Vous allez me dire, c'est beaucoup, mais en fait, ce n'est pas beaucoup pour un programme aussi ambitieux, où des acteurs comme le CEA, l'INSERM, l'Institut Pasteur, notamment, sont présents, et les hôpitaux, dont la PHP, sont présents, ainsi que les plateformes de patients à vacciner ou de volontaires sains, notamment de FCRIN, IREVAC. Et puis un petit programme de 3 millions d'euros sur la fin de vie qui nous a été commandé. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une stratégie nationale sur la prévention qui a été décidée par le précédent gouvernement, dans lequel il y a un axe, il y a à peu près 150 millions d'euros, dans lequel il y a un axe qui est plus innovation santé, mais il y aura un volet recherche qui est confié à l'agence de 50 millions d'euros et sur lequel actuellement nous travaillons. Alors, pour finir et pour dire les actions que nous devons monter, c'est aussi d'avoir aussi une vision sur le moyen et le long terme. Premièrement, un retour d'expérience aussi sur les PEPR, leur impact, une analyse aussi des infrastructures nationales de recherche qui était déjà fait dans le cadre d'une alliance qui existait précédemment et donc sur lesquelles l'agence doit se positionner. Nous devons établir un SAP de l'agence, mais là aussi la mise en place d'un règlement antérieur qui commence à être mis en place. Et aussi, l'agence n'a que 7 mois, il faut aussi fluidifier les modalités opérationnelles. Un point majeur, c'est aussi de travailler entre les agences, parce que il est clair qu'il y a des points de convergence ou de overlap
et nous devons travailler sur ces points. Je vais y revenir dans la conclusion. Et ça, c'est quelque chose que nous devons absolument mettre en place rapidement avec des programmes qui pourraient être financés par 2 ou voire 3 agences. Et puis, mettre en place des outils, un prospect de l'agence sur le moyen et le long terme. Alors, pour conclure, l'agence est ici, l'INSERM se positionne ici comme coordinateur de cette agence, en apportant bien sûr sa légitimité scientifique, mais nous sommes ici dans un rôle de coordinateur. Et pour moi, l'élément extrêmement fort de l'agence, c'est aussi d'avoir créé un bloc recherche en santé. C'est-à-dire un bloc recherche en santé avec l'ensemble des partenaires. Partenaires que vous connaissez tous, qui ont l'habitude de travailler souvent chacun de leur côté, en silo, de s'envoyer parfois des missiles, et qui sont autodestructeurs. Donc l'idée, et c'est le point très positif de ces 6 premiers mois, c'est d'avoir réussi à créer un bloc recherche en santé et d'avoir réussi à réunir l'ensemble des acteurs de la recherche en santé, des CHU, des CLCC, des hospitalo-universitaires, des organismes de recherche, des universités elles-mêmes et aussi des agences. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Mais il faut aussi que ce soit fonctionnel, que ce soit efficace, efficient. Donc les premiers mois pour moi, et bon, en tant que scientifique, on peut tout à fait dire que je suis totalement biaisé, mais pour moi, ma première analyse est que sur le pilotage France Vaccin, sur le travail pluripartenaire qui a été mis en place sur ces 3 premiers programmes dont je vous ai parlé et sur les programmes aussi qui sont en cours, il y a une vraie mobilisation de l'ensemble des acteurs venant de tous horizons, avec aussi par la première fois des mises en commun d'acteurs d'horizons différents sur des programmes. Il faut donc pour l'agence, le challenge, c'est aussi de mettre en place le fonctionnement à moyen et long terme, et donc aussi d'être capable aussi de voir ce qui marche pas, et nous allons faire ce travail lors d'un bilan à 1 an. Et enfin, je voulais finir sur le fait qu'il est essentiel aussi que nous coordonnions entre les agences, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des programmes stratégiques absolument nécessaires, transversaux, comme impact du changement climatique sur la santé, impact de l'alimentation, donc c'est l'agence CNRS, impact de l'alimentation sur la santé, les zoonoses, c'est un sujet puisque c'est traité au sein de l'agence de l'INRAE, mais les zoonoses, comme vous le voyez, tous les derniers virus viennent de l'animal, et donc le Covid, le VIH, le Mpox, la grippe aviaire qui menace un jour de passer, qui est passé déjà de la volaille au bovin et qui a déjà infecté quelques hommes, mais il n'y a pas eu de transmission interhumaine, mais on peut craindre un jour que ça arrive. Donc tout ceci doit être fait, et ce travail en commun, transversal, est absolument nécessaire. Et donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Merci Didier. On t'invite à nous rejoindre. Et nous allons enchaîner. J'appelle donc le professeur Karim Assenoun en tant que président administrateur du CNCR. Non, c'est pas lui. C'est pas moi. Donc, bon. Je vous propose qu'on passe à la présentation suivante. Donc, Étienne. Ok. On est ravis d'accueillir le professeur Étienne Gaillard de l'Université Paris-Cité qui va nous parler des programmes d'investissement d'avenir, IHU, RHU, le bilan, les perspectives, fort de son expérience de conseiller santé auprès du MESR et également tout récemment ses nouvelles fonctions à la PHP en tant que directeur général adjoint. Merci beaucoup Étienne d'avoir accepté cette présentation. Merci beaucoup et merci beaucoup de m'avoir invité. Alors en effet, je vais faire une présentation assez à plat des différents programmes et je parle évidemment ni en tant qu'ex-conseiller ni en tant que maintenant directeur général adjoint de la PHP, mais voilà, en tant que professeur à l'Université Paris-Cité, ça me paraît parfait. Donc chers collègues, chers étudiants, effectivement, les programmes d'investissement d'avenir datent maintenant de presque 15 ans. Sont issus d'un rapport qui avait été rédigé par nos 2 premiers ministres, Michel Rocard et Alain Juppé, constatant les défauts d'investissement qui pouvaient exister en France et qui ont entraîné la création d'un programme
qui a eu plusieurs étapes. La première en 2010, avec 35 milliards d'euros, qui à chaque fois étaient des investissements à la fois dans la recherche, mais aussi dans l'industrie, dans le développement et dans l'innovation plus largement. Ce qu'on peut retenir pour ce qui nous intéresse en particulier pour ce topo, c'est que c'est effectivement ce premier PIA qui a lancé les IHU, mais qui avait aussi créé ce qu'on appelle les IDEC, les Equipex, les LABEX, qui sont des financements pour des grands équipements et des grandes initiatives d'excellence. En 2014, il y a une autre poursuite de ce financement à hauteur de 12 milliards d'euros qui a eu lieu et qui était très tournée vers les enjeux de transformation numérique dans l'enseignement supérieur en particulier. Puis 2017, un troisième PIA qui a permis le financement d'un 7e IHU, on va le voir rapidement ensuite. Une mission d'évaluation avait été faite en 2019 et puis en 2020, un 4e programme d'investissement d'avenir a été fait avec 20 milliards d'euros initialement. Et je déflore la suite, mais on verra qu'il a été suramendé et est devenu ce qui est aujourd'hui le programme actuel qui s'appelle France 2030. On verra que c'est le PIA 4 plus un complément de financement à hauteur au total 54 milliards d'euros. Ce qui est intéressant, c'est que 2020, pour notre environnement d'enseignement supérieur et de recherche, c'est aussi la promulgation de la loi de programmation pour la recherche qui, je le rappelle, prévoyait un investissement de 25 milliards d'euros sur 10 ans, qui est donc encore en cours aujourd'hui. Alors, j'ai beaucoup parlé des IHU parce que d'abord, c'est l'objet probablement le plus visible et puis c'est celui dont on va voir qu'il a été pas mal évalué, donc pas mal de retours de ces évaluations à apporter à votre attention. Si je synthétise, le modèle des IHU tel qu'il a été conçu initialement, c'était l'idée d'avoir un endroit physique, c'était des structures avec souvent un programme immobilier qui était rattaché, qui permettait de rapprocher le soin, la recherche dans un même lieu et qui, par ailleurs, et c'était aussi assumé à ce moment-là, avait une forme d'autonomie vis-à-vis du CHU qui les portait et même des organismes publics de recherche. Et l'objectif, c'était de créer des plateformes très performantes, très bien dotées, à la fois sur le plan technologique, à la fois sur le plan humain, et qui permet d'avoir donc un financement indirect des équipes de recherche, les rendant moins dépendantes de la réponse aux appels d'offres. Ça ne les empêchait pas, et on va le voir, d'aller chercher quand même de l'argent, mais donc d'assurer, on va dire, une forme de grand confort et donc d'efficience pour les équipes de recherche, avec un enjeu d'emblée affiché d'avoir une recherche véritablement translationnelle et donc privilégier aussi, on va le revoir avec les RHU, des partenariats avec l'industrie. Et on va le revoir parce que c'est probablement l'élément de bilan qui est assez connu maintenant, c'est que l'ambition en 2010, c'était que ces IHU aient une autonomie financière et ne soient plus dépendants de la subvention publique au bout de 10 ans. On va voir que ça, ils n'y sont pas arrivés. Donc rapidement, les 7, alors c'est 6 plus 1, les 6 premiers IHU, vous les avez ici, c'est tous sauf Foresight, l'Institut de la Vision, qui lui a été sélectionné en 2018. Mais vous voyez, donc c'est des financements importants, c'est souvent autour de 50 millions d'euros sur 10 ans, entre 45 et 72 pour les 6 premiers, puis 50 pour Foresight, avec une concentration au niveau de l'Île-de-France qui était assez importante dans cette première vague. Donc cela, c'est 2010-2018. Une première évaluation avait été faite par un rapport IGAS et de ce qui était, on va dire, aujourd'hui devenu l'IGESR, et qui avait dressé un bilan qui était à la fois très positif sur le plan de la production scientifique, on va le revoir très factuellement après, mais qui quand même dessinait déjà un certain nombre de limites et donc des efforts à fournir, notamment... et donc ce sont les états généraux de la formation et de la recherche médicale. Et donc une des ambitions des IHU initialement, c'était d'avoir une vraie participation à la formation des professionnels de santé. On voyait que c'était rarement la priorité, en tout cas dans les stratégies de ces différents IHU, qui avaient encore une forte dépendance effectivement à leurs subventions publiques, des politiques de valorisation qui étaient en tout cas très hétérogènes et parfois fragiles, et puis une gouvernance. Alors je passe sur des exemples très particuliers, mais on voit bien qu'il y a pu avoir des issues de gouvernance déjà à l'époque qui avaient été identifiées et que l'avenir a parfois malheureusement confirmé. Toutefois, cette évaluation confirmait bien qu'il fallait pérenniser en tout cas ces objets-là sans les multiplier
mais en essayant de sécuriser un financement récurrent pour faciliter leur fonctionnement. Alors, un mot, parce que des questions, c'est est-ce que ces IHU ont un effet transformant par rapport à avoir laissé ces équipes de recherche qui souvent existaient avant, chacune de leur côté, en termes de recherche. Donc l'ANR a produit une analyse, comme elle sait le faire, très fouillée, des réalisations de ces 7 premiers IHU. Donc encore une fois, donc entre 2011 et 2019, avec des IHU qui avaient reçu à peu près 500 millions d'euros en subvention, en tout cas en promesse de subvention. Le premier constat, c'est que, et qui est souvent un signe en tout cas de bonne gestion de programme ou de structure, ils ont consommé à peu près 2/3 en 2019, donc un tout petit peu sous-consommé, mais quand même la dotation qui leur avait été accordée. Et intéressant, ils avaient levé un peu moins de l'équivalent, mais quasiment 80% en équivalent d'argent de cofinancement, souvent public, mais parfois aussi avec des partenariats industriels dans la même période. Et vous voyez qu'en termes de production scientifique, ces 7 instituts avaient produit plus de 20 000 publications, 1338 projets qui étaient en cours en 2019, et puis une valorisation en termes de propriété intellectuelle qui est aussi très remarquable, avec 290 brevets qui étaient effectivement actifs en 2019 au moment de l'évaluation. Alors, ce qui est intéressant, c'est encore une fois, de voir s'il y a un effet différenciant, transformant. Il semble que oui. On voit d'abord qu'il faut du temps. Et quand on regarde notamment la production d'articles, soit dans le top 10, soit dans le top 1, on voit qu'il y a il y a un effet d'échelle, mais le top 1, c'est important. Hein, c'est 100 par an et 150 à la fin papier dans le top 1% des journaux des spécialités médicales. Et pour ce qui est du top 10, encore une fois, vous voyez une part très importante par rapport au volume de production. Et l'ANR a été capable de comparer cette production par rapport à la production France entière. Donc, quand on regarde globalement, la production scientifique issue des IHU est plus fréquemment dans les top 1 et top 10% que les publications scientifiques du domaine par la France, toute France entière. Et manifestement, les IHU sont aussi des objets d'attractivité pour les chercheurs. Ici, vous avez le nombre de chercheurs étrangers accueillis annuellement dans les IHU. Vous voyez qu'il y a un nombre très important de chercheurs qui sont accueillis. Et donc, on voit bien qu'il y a un effet d'attractivité, y compris pour les chercheurs d'autres pays qui viennent participer, soit dans des postdocs, soit s'installer en France. Et ça, c'est un enjeu évidemment extrêmement important. Suivant cette analyse très factuelle des réalisations des IHU, un jury, donc on arrivait au bout, en tout cas pour les 6 premiers, du contrat de 10 ans qui leur avait été accordé, donc une évaluation scientifique qui alors avait été faite par un jury ad hoc international de ces IHU, avait conduit à une évaluation qui était évidemment globalement positive sur le plan scientifique, et c'est basé quand même sur les réalisations que je viens de vous montrer, et qui identifiait des points à améliorer. Alors, il parlait là, en l'occurrence, avait beaucoup focalisé sur l'implication des patients qui étaient peu présents, et on va le revoir après sur, encore une fois, des sujets de gouvernance et des sujets de pérennité du modèle économique. Toutefois, à l'issue de cette évaluation, un refinancement avait été accordé alors à 5 des 6 IHU. Tous ont été relabellisés, mais un qui en fait n'avait pas entièrement consommé ses subventions et qui pouvait avoir une forme d'autonomie avec ce qu'il avait à continuer sans subvention supplémentaire. Mais vous voyez, de nouveau, 74 millions d'euros qui ont été accordés à ces structures pour la période 2020-2024, qui est arrivée, on va y revenir, mais qui, vous le savez peut-être, en tout cas je le dis, a même permis maintenant de reconduire pour une année supplémentaire, de façon un peu automatique, les dotations, permettant de laisser le temps à une dernière évaluation qui est en cours de se faire. Alors le sujet, quand même globalement, du modèle des CHU, il y a un grand rapport de la Cour des comptes qui avait évoqué la place des IHU dans ces CHU, puis intéresse beaucoup nos parlementaires. Ça reste des objets, vous l'avez vu, coûteux. Et donc la question se posait, et donc un rapport ici d'information récente, de 2022, qui avait été fait par le Sénat,
sur le financement, dans le cadre un peu du financement de la recherche biomédicale, qui redit, mais qui redit ce qu'on s'est déjà un peu dit, c'est-à-dire que manifestement les IHU répondent à un besoin de coordination et d'excellence et de concentration des moyens qui permettent de faire émerger des connaissances et des éléments de valorisation importants, que manifestement le modèle par rapport, et on va le revoir à la fin, des RHU, d'avoir une structure qui regroupe, y compris géographiquement, ces acteurs et qui favorise les partenariats privés était un bon modèle. Et la dotation est donc confirmation qu'il fallait probablement continuer et que c'était efficace en termes de dépenses publiques que de financer ces instituts. Alors, et on était en cours d'une relève d'une troisième vague, et on va voir les résultats d'IHU, et donc il y avait des préconisations qui, quand même, au moment de labelliser de nouveaux IHU, qui étaient de quand même essayer, en tout cas, qui faisait le constat, que le financement, que l'autonomie financière des IHU était probablement quelque chose qui ne serait pas réalisable et qu'il fallait assumer que c'était des objets qui resteraient dépendants de la subvention publique, qu'il y avait des enjeux de gouvernance à améliorer. Je passe sur encore une fois nos aventures, notamment marseillaises, et il y avait, en termes d'aller au bout de la translation, l'impact sur les prises en charge, sur le soin, sur la santé publique, des réalisations des IHU qui n'étaient encore pas complètement évidentes et qui étaient maintenant, avec 10 ans de recul, attendues. Et donc, je reprends mon petit graphique. Donc, arrive en 2021 France 2030. Donc, France 2030, très rapidement, c'est également un programme d'investissement d'avenir. En fait, c'est les 20 milliards du PIA 4 auxquels se sont rajoutés 34 milliards avec... ça, c'était quasiment l'objectif de tous les PIA, soutenir l'innovation, l'industrialisation, la recherche et la formation. Et à l'intérieur de France 2030, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le plan Innovation Santé, qui sont 7,5 milliards d'euros dédiés aux projets innovants en santé, donc y compris pour le soin, y compris, c'est l'argent qui a permis de payer les entrepôts de données de santé des différents CHU, enfin plein de la stratégie en santé numérique. Mais donc il y a là-dedans 1,7 milliard dédié spécifiquement à la recherche biomédicale, pilotée par l'Agence de l'innovation en santé au sein du SGPI qui gère ces PIA depuis le début. Et donc parmi les actions du programme d'innovation santé, en mai 2023, ont été annoncés 12 nouveaux IHU et 5 bioclusters. Donc, le temps étant limité, je ne parlerai pas des bioclusters. On a une dotation qui vise à renforcer les grandes infrastructures de recherche en biologie et en santé. Le PDG de l'INSERM l'a mentionné, de nouveaux programmes et équipements prioritaires de recherche ont été labellisés. Et on a un nouveau dispositif qui sont les chaires d'excellence qui ont également bénéficié d'un financement. Donc du coup, la carte maintenant s'étoffe et donc on a une concentration d'un nombre effectivement important en région Île-de-France d'IHU, mais maintenant d'autres pôles à Lyon, à Nancy, à Toulouse, à Bordeaux, à Nice, à Montpellier, d'IHU qui viennent comme cela compléter une cartographie avec des thématiques identifiées, avec un soin évidemment qu'il n'y ait pas de redondance entre ces différents instituts. Et quand on regarde voilà, une carte plus large où on a mis cette fois non seulement les IHU mais également les grandes infrastructures et les bioclusters, on voit que la France s'est dotée d'un maillage. Il y a des trous dans la carte encore, mais d'un maillage y compris territorial et qui est allé chercher les expertises là où elles étaient. Alors, les perspectives, je me garderai évidemment de dire quoi que ce soit sur les possibilités de financement futur qui dépend des politiques publiques qui sont devant nous et dont évidemment je n'ai rien à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, une nouvelle phase d'évaluation est en train d'être conduite, cette fois-ci en la faisant rentrer dans les canons habituels de notre évaluation, c'est-à-dire en demandant au Conseil de l'évaluation, l'HERS, de la mener. Donc, un référentiel particulier a été créé pour ces IHU. L'évaluation est en cours, je ne vais pas détailler. Il y a, comme d'habitude, à la fois le pilotage et puis les réalisations
qui sont évalués avec différents critères. Et donc, il y a une part d'auto-évaluation, puis une part de visite qui est faite. Et à l'issue de ce travail qui est en cours, il y aura une décision de refinancement ou de non-refinancement d'un certain nombre de ces structures. Évidemment, je parle des 7 premières, celles qui démarrent. On va leur laisser le temps, évidemment, de démarrer. Une slide, et c'est l'avant-dernière, sur l'action recherche hospitalo-universitaire, donc les RHU, qui sont en fait globalement la principale différence par rapport à un IHU, outre le volume de financement, c'est que ce sont des projets et non pas des structures, qui sont donc des consortiums, là encore, dont l'objectif est d'associer une recherche vraiment translationnelle et des partenaires industriels, donc des laboratoires de recherche fondamentale, des équipes cliniques et des industriels pour accélérer l'innovation. Donc il y a le partenariat académique et avec des entreprises est au cœur de ce dispositif. C'est 5 à 10 millions d'euros pour 5 ans. Il y a eu 6 vagues successives qui ont permis à 75 projets d'être financés. Vous voyez, donc là, de nouveau, un argent depuis entre 2015 et maintenant de 607 millions d'euros, donc c'est un investissement important. Je suis plus circonspect parce que l'évaluation formelle, comme vous avez pu le voir, des RHU n'a été moins conduite. On a des exemples, et je pense que chacun dans nos institutions, de RHU qui sont devenus, qui ont été la base, notamment d'IHU. Donc on voit bien qu'il y a une continuité et qu'il y a beaucoup d'innovations et de progrès scientifiques qui sont issus de ces moyens-là, mais ils n'ont moins été regardés, en tout cas aussi finement que les IHU. Donc voilà, en synthèse, et excusez-moi, elle est très, très brève et elle appelle une discussion. Les IHU, manifestement un modèle vertueux, attractif, dont l'autonomie financière, à mon avis, aura du mal à être acquise et continuera de devoir être financée et donc évaluée par la puissance publique pour savoir si elle met les deniers au bon endroit. Et on est donc en attente de cette seconde évaluation formelle. Les RHU, c'est l'occasion de dire peut-être qu'ils devraient être pour 600 millions évalués en termes d'efficacité, mais pour l'instant, il n'y a pas de 7e vague qui est annoncée. Je vous remercie. Oui, j'ai vu. Merci Étienne. Donc, on invite le professeur Karim Assenoun, qui nous a fait une petite frayeur, mais qui est avec nous. C'est donc le président administrateur du CNCR. Il est aussi président de la CME du CHU de Nantes et aussi le président de la commission recherche de la conférence des PCME des CHU. Et il va nous parler d'un objet bien identifié, à savoir les PHRC. Le PHRC a 30 ans. Quel bilan ? Merci beaucoup. Désolé pour le retard, je n'étais pas loin. Et donc, finalement, je vais pouvoir faire mon topo, pas dans l'ordre, mais au moins dans la bonne session. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Je suis aussi ravi d'être parmi vous parce que cet amphithéâtre m'est un peu cher. C'est là que j'ai fait ma première année, donc c'est vrai que ça me fait un peu bizarre de me retrouver de l'autre côté de la barre, mais j'en suis évidemment ravi. Donc oui, je vais vous parler d'un objet bien identifié, dont on a beaucoup parlé, à mon sens à juste raison. Et puis, donc, je vais vous dresser un bilan et puis évidemment des pistes concernant le PHRC et son devenir. Alors, la première chose, on va faire un petit peu d'histoire. On va revenir un petit peu à la genèse du PHRC. L'histoire commence au début des années 90. On a d'un côté l'INSERM et le CNRS qui ont développé dans les hôpitaux français, essentiellement les CHU, un important réseau d'unités dans les domaines biologiques et statistiques, très dynamique. Et donc, les pouvoirs publics prennent conscience du fait qu'en face de cette recherche extrêmement active, essentiellement recherche de paillasse, mais pas seulement, je vous l'ai dit, il y a aussi de la statistique de très haut niveau, eh bien, il faut que la recherche clinique, qui est à ce moment-là assez insuffisamment développée et surtout insuffisamment structurée, se structure en appui, justement. Vous voyez, tous ces débats restent un petit peu actuels dans une certaine mesure. Eh bien voilà, et on s'est dit, à ce moment-là, les pouvoirs publics se sont dit qu'il faut absolument soutenir par les pouvoirs publics la recherche clinique de nos hôpitaux. Et donc, depuis 1992, on a des objectifs que vous connaissez, qui sont des objectifs très génériques, dynamiser la recherche clinique hospitalière pour promouvoir le progrès médical et participer à l'amélioration de la qualité des soins, on s'en doutait. Ça me semble extrêmement important. Dès l'origine, l'idée, c'était d'asseoir le PHRC sur les crédits issus de l'assurance maladie. Vous le savez, le PHRC, il est financé par l'Ondam hospitalier. Et si on regarde à peu près ce que ça représente,
au moins en 1992, c'était à peu près 0,05% du taux directeur. Autrement dit, ça ne met pas en péril les finances de l'État, mais l'énorme importance que ça a, à mon sens, et jusqu'à aujourd'hui, c'est que ce sont des crédits récurrents. C'est-à-dire ce sont des crédits qui sont sanctuarisés, sur lesquels, d'année en année, on peut proposer des modifications, des améliorations. Je pense, c'est en dehors du propos, mais je voulais le partager avec vous, on est bien conscient du fait que la recherche, ça ne peut pas se construire exclusivement par le biais d'appels d'offres. Donc pour moi, vraiment, ça c'est un message fort que de dire que le PHRC est financé par l'ONDAM. Et donc, je vous rapporte la circulaire du 18 novembre 1992 qui donnait les orientations du PHRC. Elle reste évidemment d'actualité. J'en ai déjà parlé. Elle se déroule dans les hôpitaux, financée par le budget hospitalier. Et l'affectation des crédits PHRC, je vais y revenir parce que ça, c'est vraiment, on est en plein dedans actuellement. Ça comporte une obligation de résultat, de publication de résultats de la recherche dans des revues à comité de lecture de niveau international. Donc vous voyez, les bases sont solides, les bases sont basées sur les meilleurs standards et on va pouvoir un petit peu dérouler. Alors les PHRC, je vais d'abord vous donner quelques exemples avant de parler sur les problématiques, sur les succès, sur ce qu'il faut améliorer. Les succès des PHRC. J'ai repris des slides des 20 ans du PHRC. Je n'étais pas invité aux 30 ans du PHRC, mais j'ai pu évidemment recueillir aussi des données pour pouvoir vous les produire. Mais il faut être bien conscient de ça. Le PHRC, ça a été, certains d'entre eux, à l'origine de premières mondiales. Je vous donne quelques exemples. Peut-être le plus connu, le papier d'Alain Fischer dans Science, publié en 2000. C'était un financement PHRC, pas seulement, mais c'était un financement PHRC. Vous avez également l'intérêt de la greffe de moelle osseuse dans le myélome multiple. Donc, clairement, on peut le dire, changer les pratiques. C'était également un PHRC. Dernier exemple, l'étude épipage. C'est une étude qui fait encore référence, vous le savez, également à l'international. C'était également un financement PHRC. Donc la question n'est évidemment pas, à mon sens, de se dire est-ce qu'il faut supprimer ou pas le PHRC. La question devient comment l'améliorer et comment faire en sorte qu'il garde cette expertise, cet outil d'excellence qui nous est envié à l'international. Alors on va passer maintenant un petit peu au bilan et puis après je vais vous parler un petit peu des perspectives. Donc ça, c'est un benchmark qui a été fait de 1993 à 2019 par la DGOS. Et vous voyez donc que sur cette période, qui est une période de temps tout à fait considérable, 3486 PHRC nationaux ont été financés. Ça représente quand même quasiment 1 milliard d'euros. Donc vous voyez, c'est tout à fait colossal, bien entendu. Donc ça nous oblige évidemment à avoir une instruction des projets d'une part et à une mise en œuvre de ces projets qui soit la plus rigoureuse possible. Et le problème, on le sait tous, c'est qu'un certain nombre de projets sélectionnés n'aboutit pas. Entre 2012 et 2019, donc on rétrécit un petit peu la focale sur une période qui est plus récente, vous avez 3103 projets qui ont été soumis et 763, soit 24% d'entre eux, qui ont été financés. Type d'études, je vais aller assez vite, hein. On sait tous de quel objet on parle. Vous avez une grande majorité, 75% d'études randomisées, essentiellement du médicament, mais pas seulement. Là, vous avez les disciplines qui en ont le plus bénéficié. Alors, anesthésiologie, réanimation, il faut le comprendre au sens large. Anesthésiologie, réanimation, que celle-ci soit réanimation plutôt chirurgicale ou médicale. C'est au sens très large du terme. Mais voilà les spécialités principales qui ont bénéficié de ces financements. Les populations, c'est essentiellement des populations adultes pour les projets donc, qui ont eu ce financement PHRC. Ça, c'est intéressant, 8,7% seulement des projets bénéficiaient de l'expertise de centres étrangers qui pouvaient inclure dans nos projets nationaux. Il y a deux sujets, à mon sens, qui ne sont toujours pas résolus d'ailleurs. C'est que si vous prenez l'enveloppe moyenne aujourd'hui allouée à un projet PHRC, l'enveloppe médiane d'ailleurs, c'est à peu près 800 000 euros. Vous imaginez bien que si vous voulez solliciter des centres étrangers avec ce niveau pour des études médicaments contre placebo pour certaines d'entre elles, y compris dans des centres européens pas très loin de chez nous, j'en ai fait l'amère expérience, bien entendu, que ça n'est absolument pas possible. Donc ça, c'est le premier point dont il faut qu'on se reparle. Est-ce que 800 000 euros médian par projet PHRC, si on veut obtenir l'excellence des projets dont je vous ai parlé, il y a deux solutions. Soit on augmente l'enveloppe,
Mais je ne suis pas persuadé qu'actuellement l'ambiance dans le pays soit augmenter l'ambiance, soit il faut être d'une part probablement plus sélectif sur les projets qui vont être grantés d'une part, et peut-être proposer qu'un ou deux projets, les meilleurs, va-t-on dire, puissent bénéficier d'un projet européen. Mais sinon, c'est vrai qu'on n'y arrivera pas. Les financements également toujours. Donc vous voyez, participation industrielle, 28,4%. Je me souviens d'années assez anciennes où, quand on mettait un industriel dans un projet PHRC, systématiquement et de manière quasi religieuse, il était rejeté. C'est heureusement plus le cas. Dernière chose, appartenance à un réseau de recherche, je trouve ça intéressant également. 71% des projets, les établissements coordonnateurs, ou plus exactement le PI, appartenaient à un réseau de recherche. L'analyse que j'en fais, elle est relativement simple. Ce sont des collègues qui ont déjà une expertise de par les réseaux de recherche qu'ils ont développés. Alors, parmi les 763 projets financés dont je vous ai parlé entre 2012 et 2019, 231 d'entre eux ont abouti à une publication. Alors attention, publication, c'est méthodologie et ou résultat. Donc ça peut être trials ou... Bon, ce sont les chiffres, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, évidemment. Ça peut être trials ou BMJ Open. 129 d'entre eux, c'est 16,9%, une publication des résultats principaux. Donc si on regarde le ratio nombre d'études terminées par rapport aux 129 projets avec publication des résultats dans une revue internationale avec comité de lecture, ça fait quand même 66%. Mais au-delà de ces chiffres, ce que je trouve extrêmement intéressant, et on trouve à peu près les mêmes ratios dans les projets européens des équipes françaises sur Horizon H2020, c'est que si vous regardez sur les 129, c'est en rouge, les 129 projets ayant donné lieu à une publication du résultat Princeps, et si vous regardez le nombre de rangs A+, c'est 24%. Et donc, vous voyez que, un message principal, on ne finit pas suffisamment les études, ça c'est le premier point. Deux, parmi les études terminées, trop peu d'entre elles aboutissent à une publication dans une revue internationale, mais quand c'est le cas, c'est quand même du très 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 bon niveau. C'est pour ça qu'à nouveau, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je faisais un parallèle avec les horizons H2020. La France, alors de souvenir, mais l'ordre d'idée est de toute façon exact, fait partie des pays en Europe qui déposent le moins de projets, mais en pourcentage de réussite, on fait partie des meilleurs, premier ou deuxième. Donc vous voyez où est le sujet. Ça, c'est important également. Projet ayant abouti à une modification des recommandations parmi les projets publiés, évidemment, c'est quand même 50%, la moitié d'entre elles. Donc encore une fois, ça illustre bien le fait que cette structuration, dont je vais reparler dans un instant, cette structuration de nos directions de la recherche clinique dans les établissements aboutit au fait que quand les études sont terminées et qu'elles aboutissent à une publication, généralement, encore une fois, ça aboutit à une publication de très haut niveau. L'un des problèmes, il est là, hein, évidemment, c'est que 11% des projets ont été sélectionnés, mais soit ne démarreront jamais, ce qui est quand même un petit peu ennuyeux, ou ont été abandonnés très vite. Ne me demandez pas ce qui est devenu l'argent des projets, je n'en sais rien. Donc, comme ça évitera le... Je n'ai pas d'idée, je ne sais pas si... Ah mince, je voulais revenir en arrière, c'est trop... Si je peux. Les raisons de l'abandon, globalement, pour la moitié d'entre eux, c'est un problème de médicaments, de dispositifs ou de placebo, il faut quand même le dire, ce n'est pas toujours si simple, et ça représente un pourcentage considérable des projets qui sont financés. Je vous renvoie d'ailleurs également au fait que le ticket moyen, c'est toujours 800 000 € au jour d'aujourd'hui. Là, c'était 500 000. Non faisable, ça c'est un vrai sujet. Donc au sein des jurys, il faut s'y pencher. Et puis c'est à peu près tout. Les messages clés. Entre 2012, donc je vous l'ai dit, et 2019, parmi les 3103 projets soumis, 24% d'entre eux ont été financés. Parmi ceux qui sont sélectionnés, 75% des études sont des études randomisées contrôlées. Donc en termes de niveau de preuve, on est quand même satisfait. Le PHRC national, ça c'est vrai, c'est un petit peu moins vrai sur les 2 dernières années, mais ça reste réel. C'est imposé dans la recherche clinique pour les disciplines qui prennent en charge les patients les plus sévères, on va dire, et 67% des études terminées sont publiées. Et pour 72% d'entre elles, rang A+ ou A, même si l'objectif in fine du PHRC, quand on parle d'études multicentriques, généralement randomisées contre placebo, on a le droit de se le dire, même si on n'y arrive pas toujours,
Le but, c'est de faire du rang A+, bien entendu. L'évolution du financement, un mot. Vous avez le montant en bleu des PHRC nationaux alloués de 2012 à 2019 et le montant des PHRC nationaux délégués. La différence entre les deux, c'est quoi? Délégués, ce sont les tranches de financement. Quand le orange arrive au bleu, c'est qu'on est arrivé à la dernière tranche de financement et que donc tout l'argent a été dépensé. Regardez 2012. Donc, ça a été monitoré en 2023. Il y a encore un certain nombre d'études. Vous voyez le différentiel pour lesquels on est resté au milieu du gué ou aux 3/4 du gué. Vous regardez maintenant 2019. Alors, on a eu l'épidémie Covid, très clairement. De 2019 à aujourd'hui, vous voyez que le différentiel est quand même très important. C'est ces choses-là qu'il va falloir un petit peu, sur lesquelles il va falloir s'interroger et probablement, enfin pas probablement, et proposer des choses pour que ça s'améliore. Je reprends, j'avais trouvé très intéressant le discours de Jean de Beaupuy, qui à l'époque était le directeur de la DGOS. Lors des 20 ans du PHRC, il y avait eu un discours de Madame Touraine, ministre de la Santé et de la Prévention, et de Monsieur de Beaupuy, qui était directeur de la DGOS. Je le relis parce que je trouve que ça a une importance quand même. Le rôle de l'expertise par la communauté médicale dans le succès du PHRC est primordial. Le PHRC doit rester un appel à projet pour et par les cliniciens. Traduction, c'est vrai qu'au fil du temps et de nos activités qui ne cessent de s'accroître, en termes de volume, mais également en termes d'expertise dans les différents champs qu'on nous demande d'adresser, je pense qu'on a laissé un petit peu filer l'objet. Je m'explique, je vous l'ai dit, l'une des choses qui est absolument cruciale, c'est qu'on soit remis, nous, enseignants-chercheurs, au centre du jeu, notamment pour les modalités d'expertise. On sait tous globalement ce que c'est qu'un editorial board, comment marche un jury scientifique et la nomination d'un président, par exemple. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'était dit très clairement par Jean de Beaupuy en 2012. La DGOS a délégué aux établissements de santé dont les personnels ont participé au dispositif plus de 2 millions d'euros au titre de cette mairie effort d'expertise. Que faut-il comprendre? Il faut comprendre deux choses. C'est qu'actuellement, vous le savez, quand on est jury d'un PHRC, enfin dans le jury, ou expert pour le PHRC, vous expertisez une LOI, vous expertisez un projet complet, c'est bénévole. Ce n'est pas le cas pour les projets de l'INSERM, mais c'est heureux. Ça n'est pas le cas quand vous expertisez un projet HCE-RES. Ça n'est pas le cas quand vous expertisez un projet 1K. Pourtant, cette MIG, elle existe. Voilà, elle est citée ici. Si je prends l'exemple de mon établissement, la MIG expertise, bon an, mal an, en fonction des années, c'est entre 80 000 et 180 000 euros qui partent dans la machine. La demande, quand j'en discutais avec les collègues, la demande, elle est relativement simple. C'est qu'on puisse avoir une reconnaissance de l'expertise, ce qui, à mon sens, c'est discutable, probablement, ce qui, à mon sens, est un réel gage de qualité. Et donc, le sujet devient, cette MIG expertise, si on la flèche, ce qui ne me semble pas quelque chose d'extrêmement compliqué, on peut justement professionnaliser, dans un certain sens, ça ne coûte pas très cher, ça ne coûte rien même, professionnaliser nos jurys de PHRC. Ça ne coûte rien, mais c'est vrai que ça demande une volonté, notamment de la DGOS. Ça veut dire qu'il faut flécher directement. L'opérateur, c'est la DGOS, ça n'est pas aux établissements de le faire. Et puis ça devient opposable si on le fait par la DGOS, de flécher directement au niveau des établissements, la liste des experts, on les a, la rémunération des experts. Alors je vous ai dit, il y a des propositions à faire. Au CNCR, on en a fait. On participe évidemment, escalité, aux travaux actuels de modification, d'amélioration du PHRC par rapport à ce que je vous ai présenté en termes de pourcentage de projets qui finalement aboutiront à une publication que je voulais montrer également et généralement de haut niveau. Donc on leur a proposé de faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire 4 grands axes. Le dernier, valorisation et communication, c'est assez simple. Tous les ans, on pourrait faire les 2-3 projets qui ont donné lieu à publication et qui ont modifié les pratiques, faire un événement autour de ça, je pense que ce serait souhaitable. Donc ça, on n'en discute pas, tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, les autres thèmes sont des thèmes qui sont extrêmement adressés. Je vais aller vite, je ne vais pas tous vous les donner, évidemment. Mais pour l'instant, la durée du mandat du président, moi, je ne la connais pas. Comment sont sélectionnés les experts? Je ne sais pas plus. Comment est sélectionné les jurys? On ne sait pas non plus. Comment sont gérés les conflits d'intérêts? Ils le sont, ce n'est pas le sujet, mais qu'on puisse au moins se le dire, etc., etc., etc. Donc ça, ce sont des travaux qui sont en cours, qui vont avancer fin 2024 et surtout 2025.
Donc voilà, je donnerai des nouvelles dès que j'en aurai. Mais voilà, nous, ce qu'on propose, c'est 4 grands champs à adresser sur des réunions présentielles où à la fin de la session, on puisse se dire sur le jury, sur les retours aux porteurs de projets, sur l'évaluation des experts, de la faisabilité, etc., etc., etc. On vous propose ça. Conclusion. Il faut être conscient du fait que grâce au PHRC, les établissements de santé, alors notamment les CHU, parce qu'ils ont toutes les structures pour me donner les projets les plus complexes, que ce soit des phases précoces ou les projets qui statistiquement sont les plus difficiles à mener, sont devenus les fers de lance de la recherche clinique française. C'est devenu le principal et quasi exclusif instrument de la recherche clinique institutionnelle. L'autre intérêt également, je pense que c'est important et ça reste important, indépendamment de la recherche soutenue par les industriels, et je vous l'ai dit, c'est heureux qu'elle existe, ça permet quand même en termes de santé publique, le PHRC, de faire des études de dose ou de diminution de dose qui ne sont pas financées par les industriels et dont on sait tous que ça a une importance cruciale pour la santé publique. C'est également un instrument politique, le PHRC, au service des pouvoirs publics. Je vous renvoie au H1N1, à l'épidémie de H1N1, et je vous renvoie également à l'épidémie de Covid, où on a quand même la perception que pour ce qui est de la partie clinique de la recherche Covid qui a eu lieu dans nos établissements, où il y a eu énormément de donneurs d'ordre, où il y a eu énormément de projets qui ont été conduits, si on avait deux pilotes, plutôt deux, un pour la recherche clinique, pour mener les essais et pour avoir une priorité nationale stratégique, ça doit probablement passer évidemment par ce qui existe déjà, c'est-à-dire pas les PHRC pour le coup, mais ce qui a été déployé dans les hôpitaux depuis 1992. C'est-à-dire, ça a permis de mettre en place le PHRC, le financement des structures. J'ai parlé que de la DRC parce qu'on parlait du PHRC, mais je pourrais citer les biobanques également, c'est-à-dire les CRB, etc., etc. Ça a permis également ça a eu un impact important, le PHRC, sur l'emploi hospitalier. Je vous ai donné l'ordre d'idée, c'est 1 milliard d'euros quand même dont on parle depuis le début. Et puis, ça a permis aux établissements de santé de développer la fonction de promoteur d'essais cliniques. Avant, la fonction de promoteur d'essais cliniques n'existait pas, ou si peu, et elle n'était pas structurée. Jean de Beaupuy, je vous l'ai dit, j'aime bien ce qu'il dit, donc je vous fais bénéficier de la suite de ces saillies, qui sont très bien, je trouve, et qui sont toujours d'actualité. Vous voyez que ce qui doit animer l'action de la DGOS pour le PHRC, c'est l'évaluation a priori à travers un processus de sélection rigoureux des projets, confère les propositions qu'on a faites. C'est l'ancien patron de la DGOS qui le dit, et on ne peut que se ranger à ce qu'il nous dit. Évaluation a posteriori afin de conforter le PHRC en tant qu'outil au service de la recherche clinique, centré sur la qualité et la sécurité des patients. C'est évident. Et demain, c'est ce que je vous disais, donc, je vous ai présenté les groupes de travail qu'on a proposés pour faire évoluer le PHRC, notamment le fonctionnement de la machinerie scientifique interne. Les autres choses qui sont actées et qui vont rentrer en œuvre début d'année, c'est la convention unique académique. J'ai mis opposable, ça sera opposable si la DGOS le signe, mais a priori c'est en bonne voie. Pourquoi c'est important la convention unique académique? En 2 mots, vous êtes établissement coordonnateur, vous avez un PHRC, vous avez une grille de surcoût que vous soumettez à tous les établissements partenaires. Sur les 15 établissements partenaires qui jouent avec vous, vous êtes le PI, il y en a toujours 3 qui vont rediscuter les lignes et vous perdez 6 mois. Bon, on l'a fait avec les industriels. La conférence des directeurs généraux de CHU s'est mis d'accord pour proposer une convention unique académique. Et je pense que ça va clairement dans le bon sens. Au sein du CNCR, on a été chargé d'un appel d'offres système d'information recherche. De la même manière, l'interopérabilité n'est pas toujours idéale pour pas seulement interroger les bases de données, mais également pour justement pouvoir faire de la vraie interopérabilité entre les établissements. Également un groupe de travail sur transparence et publication des résultats. Et puis enfin, je vous l'ai dit, je vous le redis, moi, mon sujet, c'est de pouvoir redonner la main aux acteurs, c'est-à-dire nous, pour les sujets qui nous concernent et qui ne concernent pas les directions, qui sont, encore une fois, l'instruction scientifique des PHRC. Dernière slide. J'espère ne pas avoir été... Si un petit peu. Un petit peu. Bon, je dirais juste ce qui est en gras, je suis désolé.
À mon sens, vouloir exclure le ministère de la Santé de tout pilotage et responsabilité en matière de recherche en santé aura pour conséquence de lui retirer progressivement toute compétence et même, et c'est plus important et plus grave, compréhension des enjeux de santé au détriment des professionnels et des patients. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je voudrais inviter la dernière oratrice, Madame Virginie Sivan, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à nous rejoindre pour nous parler des financements européens et comment nos universités pourraient faire mieux. Et Madame Sivan est parfaitement placée puisque au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, elle est coordinatrice des PNC, des points de contact nationaux, qui sont ces personnes qui nous guident en tant qu'investigateurs dans ces projets Horizon Europe. Donc, merci beaucoup, Madame Sivan, de nous essayer de faire mieux. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, effectivement, moi, je vais faire un petit point sur les financements européens et puis voilà, sur la manière dont les universités pourraient améliorer leur performance au sein de ces programmes. Alors, quand on parle de programmation européenne, on parle du programme Horizon Europe. Donc, c'est un programme de recherche et d'innovation qui a débuté en 2021 et qui se terminera en 2027. C'est un programme qui a un budget de près de 100 milliards d'euros, donc 95,5 milliards d'euros, et qui est divisé en 3 grands piliers. En fait, il y a un premier pilier qui va financer la recherche d'excellence, un deuxième pilier qui va financer toutes les thématiques qui ont un lien avec les grands problèmes mondiaux et la compétitivité industrielle et européenne, et un troisième pilier qui est vraiment axé sur l'innovation et qui va à la fois financer des projets collaboratifs, mais également directement des PME, donc de manière individuelle. Et on a un quatrième pilier qu'on appelle le pilier couché qui, lui, va financer l'élargissement de la participation au programme européen et qui va renforcer l'espace européen de la recherche. Alors, comme vous voyez, ces 3 piliers ont des budgets qui sont quand même très différents. C'est le pilier 2 qui prend la moitié en fait, du budget d'Horizon Europe. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de ces programmes, dans le pilier 1, vous avez le programme ERC, je pense que vous le connaissez tous, c'est vraiment un programme d'excellence qui finance des projets, principalement des projets individuels de recherche vraiment à la frontière de la connaissance. Le deuxième programme, c'est le programme des actions Marie Sklodowska-Curie, qui va financer surtout des programmes de mobilité. Donc, dans ce programme-là, vous avez des appels à projets qui vont cofinancer des programmes de doctorants ou de post-doctorants. Vous avez des bourses individuelles pour des post-docs, des réseaux européens de doctorants ou bien des réseaux européens pour la mobilité des personnels. Donc là, on est vraiment dans la mobilité des chercheurs ou des personnels au niveau européen. Et le troisième programme finance les infrastructures de recherche. Dans le pilier 2, vous voyez qu'il y a un certain nombre de thématiques qui sont financées. Je pense que la thématique qui vous intéresse le plus, c'est évidemment la thématique santé, qui se décline en 6 grands axes. Donc, il y a un axe sur le fait de rester en bonne santé dans une société qui change, vivre et travailler dans un environnement sain, les maladies infectieuses et les maladies non transmissibles, les systèmes de soins innovants, les outils et solutions digitales et la compétitivité des industries de santé.
Alors, dans le pilier 1, vous pouvez aussi, dans le pilier 1, en fait, vous avez des appels à projets qui sont majoritairement blancs. Donc, en fait, tous enfin, si vous avez des projets de santé, ils peuvent être financés dans le pilier 1. Et dans le pilier 3, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un pilier qui est beaucoup plus axé sur l'innovation. Donc, il y a à la fois des appels à projets blancs qui vont pouvoir financer en fait, le développement de technologies, de nouvelles technologies de rupture. Donc, il peut y avoir de la recherche relativement assez fondamentale. Et puis, en fait, les programmes vont également financer des industries, enfin des PME, à la fois par des subventions, mais également des prises de participation de la Commission européenne. Alors, au sein de ces différents programmes, donc ces différents programmes vont financer à la fois des projets collaboratifs, donc à la fois des actions de recherche, des actions d'innovation, donc un peu plus aval dans le développement des produits, et puis également des actions de coordination et de support. Donc en gros, un projet collaboratif dans Horizon Europe, c'est un projet dans lequel vous avez entre 3 et 20 partenaires. La subvention peut aller entre 3 et 15 millions d'euros en général, et c'est des projets qui durent 4 à 5 ans. Vous avez aussi des projets mono-bénéficiaires dans ces appels, donc notamment, on l'a vu sur les programmes Marie Curie, donc les programmes de mobilité, sur le programme ERC et le programme EIC, donc le programme Innovation. Alors, si on regarde un peu la répartition des subventions qui ont été perçues, parce qu'aujourd'hui on est à peu près à mi-parcours en fait d'Horizon Europe, et si on regarde la répartition des subventions qui ont été perçues par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sur les 4 piliers qu'on vient de voir, on se rend compte qu'il y a à peu près 60% des subventions qui vont sur le pilier 1, donc la science d'excellence, donc sur des projets ERC, mais également beaucoup sur des actions Marie Curie et également sur des infrastructures de recherche. On a également du financement, à peu près 30% du financement qui va sur le pilier 2, et notamment sur le programme santé, et ensuite beaucoup moins sur les deux autres piliers. Alors, si on regarde au niveau global la répartition des subventions perçues par la France depuis le début d'Horizon Europe, en fait, sur ces différents programmes, comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, ce qui est important. D'abord, on voit que la France, donc vous voyez sur la gauche, vous avez une colonne qui s'appelle la part captée par la France, et la part captée par rapport aux autres pays européens. Donc vous voyez que la France performe bien sur le pilier 1, elle est à 12,9% de part captée, sachant que le repère, c'est le montant que met la France finalement dans le programme européen, qui est de 16,6%. Donc le pilier 1, donc la France performe bien sur le pilier 1, elle performe également très bien sur le pilier 3, donc sur le pilier innovation. Il y a énormément, la France est première en fait en termes de nombre de PME qui sont financées sur ce programme-là. Mais par contre, on voit que sur le pilier 2, qui est pourtant le pilier qui est le mieux doté en termes de financement, là, la France performe moins bien. Mais ce qui a été dit tout à l'heure est totalement vrai. Le taux de succès français est très bon. Il est bien au-dessus de la moyenne européenne. Il est à peu près de 28%, alors que la moyenne européenne est à 21%. Donc la France a un très bon taux de succès. En revanche, elle dépose peu. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on remarque qu'on dépose beaucoup. Enfin,
relativement peu, notamment par rapport à nos voisins allemands. On dépose un tiers de moins qu'eux, donc ce qui est énorme. Donc si on regarde là par rapport à ce qui a été financé sur les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, on voit effectivement que les universités et les écoles ont très bien performé sur le programme Marie Curie. Ce qui a été décidé justement au vu du très bon taux de succès français, c'est vraiment de faire un focus. Donc depuis le début d'Horizon Europe, il y a un focus sur l'ERC et sur le pilier 2, donc notamment sur la santé, justement pour faire en sorte que les Français déposent plus en fait sur ces deux programmes. Alors l'ERC, parce que l'ERC est un PPG, un programme prioritaire du gouvernement, donc c'est devenu vraiment un indicateur que vous retrouvez d'ailleurs dans les comptes, dans les contrats d'objectifs de moyens et de performance. Et puis le pilier 2, parce que c'est un pilier sur lequel il y a beaucoup de financement et pour lequel la France a vraiment les capacités de recherche de déposer plus que ce qu'elle ne dépose aujourd'hui. Alors ici, je vous ai donné un exemple de projet qui a été financé en 2023 pour vous montrer un peu la structure d'un projet collaboratif au sein du programme santé. Donc c'est le projet TILT qui est coordonné par Sorbonne Université. Et ce qui est intéressant de voir dans ce projet, vous voyez qu'il y a 9 partenaires de 6 pays différents. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a plusieurs partenaires français qui sont impliqués dans le projet. Et ça, c'est quelque chose, c'est un peu une légende urbaine qui dit que dans les projets européens, en général, on ne peut intégrer qu'un seul Français, alors qu'il est tout à fait autorisé d'intégrer plusieurs Français, qu'ils soient académiques ou privés. Donc ça, c'est important justement pour qu'on puisse maximiser en fait nos dépôts, essayer d'embarquer dès qu'un coordinateur français dépose un projet, essayer d'embarquer plusieurs partenaires français avec le coordinateur, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ici, vous avez la liste c'est le top 15 des établissements français d'enseignement supérieur et de recherche dans Horizon Europe. Donc vous voyez que c'est Sorbonne Université qui arrive en tête. Donc évidemment, il n'y a pas toute la liste, parce qu'il y a de nombreuses universités et écoles qui sont impliquées dans le programme. Alors maintenant, la question, c'est comment les universités peuvent faire mieux que ce qu'elles font aujourd'hui. Alors d'abord, ce que je voudrais vous rappeler, c'est suite dans le précédent programme qui s'appelait Horizon 2020, il avait été noté une érosion de la participation française qui avait conduit à la mise en place d'un plan d'action national pour l'amélioration de la participation française au dispositif de financement européen. Et dans le cadre de donc c'est un plan qui avait été mis en œuvre par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et une des mesures, c'était de mettre en place un dispositif national d'accompagnement pour Horizon Europe, donc un dispositif organisé différemment par rapport au précédent programme. Donc vous voyez que ce dispositif a pour but vraiment de faire le lien entre la Commission européenne et les communautés de recherche et d'innovation. Donc il y a une première partie qui est une partie influence. Donc les représentants au comité de programme animent des groupes thématiques nationaux sur l'ensemble des programmes, construisent une position française avec les acteurs qui sont dans les groupes thématiques nationaux et vont porter cette position auprès de la Commission européenne. Et puis la deuxième partie, c'est la partie descendante, vraiment la communication de l'ensemble des appels à projets qui se fait par les points de contact nationaux.
Et vous avez pour chacun des programmes des points de contact nationaux qui sont là pour vous accompagner et vous aiguiller sur les appels qui pourraient vous intéresser. Donc là, j'ai remis l'ensemble des programmes et vous avez le lien vers l'ensemble des points de contact nationaux. Alors, ces points de contact nationaux, leur travail, c'est vraiment de vous informer, de vous sensibiliser sur les appels. Donc pour ça, vous avez sur notre site web, vous avez des webinaires d'information. Il y a aussi la possibilité de contacter directement les PCN pour poser les questions que vous avez en tête. Vous pouvez aussi demander des rendez-vous individuels. Si par exemple vous avez une idée de projet et que vous voulez identifier un appel, vous pouvez tout à fait faire appel aux PCN qui pourront vous diriger vers un appel en particulier. Et puis les PCN organisent également des événements de réseautage pour permettre justement la constitution de consortiums pour aller sur les programmes européens. Il y a aussi un certain nombre de formations qui sont organisées, donc à la fois pour les chercheurs, mais aussi pour les ingénieurs projets qui sont dans vos universités, ces cellules qui se développent beaucoup d'ailleurs en ce moment. Donc c'est vraiment des ateliers qui permettent de s'approprier la manière de monter un projet ou alors de pouvoir mieux suivre les appels à projets. Ici, vous avez le lien vers le site web sur lequel vous avez toutes les informations sur la programmation européenne et sur toutes les réunions qui sont organisées pour vous informer, avec les listes des appels à projets et des webinaires qui vont rentrer plus dans le détail des appels à projets. Alors aujourd'hui, on est, comme je vous le disais, à mi-parcours. Jusqu'à présent, on avait des programmations biannuelles. Donc, on a eu une programmation qui couvrait 2021-2022, une autre 2022-2023. Et aujourd'hui, cette programmation est terminée. Donc là, on est en train de préparer la programmation 2025. C'est-à-dire qu'il y a des discussions avec la Commission européenne et les États membres pour déterminer le contenu des appels à projets pour 2025. Donc, au niveau des universités, que se passe-t-il par rapport à l'accompagnement ? Eh bien, il y a Ah non, pardon. J'ai sauté les dispositifs de soutien qui sont mis en place par l'ANR, justement pour aider au dépôt de projet. Il y a un certain nombre de dispositifs qui aident, alors notamment les coordinateurs de projets à construire leur consortium. Donc c'est un appel qui s'appelle le MRSEI, c'est montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux. Et c'est un appel qui permet d'obtenir une subvention d'un peu plus de 30 kg € et qui permet d'organiser des missions pour rencontrer les différents partenaires et de prendre un cabinet de conseil pour vous aider à la rédaction des projets. Il y a également des appels qui permettent, des dispositifs qui permettent d'aider au dépôt de projets ERC, donc notamment l'instrument Tremplin ERC ou Access ERC. Voilà, et ce que je voulais vous dire quand on parlait de comment améliorer en fait la performance des universités, ça passe par un accompagnement renforcé. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets ASDESR qui ont été financés, dont 29 qui ont un focus sur les financements européens, et donc l'objectif, c'est vraiment d'aider les établissements à recruter des profils d'ingénieurs pour accompagner les équipes et pour aider à la fois à la détection de projets, mais aussi à l'ingénierie de montage de projets. Donc, je voulais vous donner comme exemple le projet Booster à Aix-Marseille, qui est d'ailleurs intégré maintenant dans une cellule mutualisée, la MER, et qui permet justement
promulguer cet accompagnement, notamment à l'université, mais également à l'INSERM, au CNRS et à l'IRD. Un autre point important, c'est la notion de territoire, de région, puisque la région est vraiment un acteur clé pour le développement en fait de programmes, enfin de projets, de futurs projets européens. C'est pourquoi la ministre, notre ancienne ministre, Madame Retailleau, et la présidente de Régions de France avaient impulsé la mise en place de comités de liaison Europe qui aujourd'hui commencent à se mettre en place et sont copilotés par les recteurs et par les présidents de régions. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre autour de la table tous les acteurs locaux, à la fois académiques et privés, pour identifier des stratégies locales à mettre en œuvre, justement pour plus facilement aller à l'Europe, créer des synergies, créer de la mutualisation, notamment pour l'accompagnement, et puis avoir une meilleure synergie aussi entre les fonds européens et les fonds régionaux, ce qui peut justement aider dans un deuxième temps à aller sur les programmes Horizon Europe. Madame Sivan, c'est possible de conclure, s'il vous plaît? Oui, ok. Alors je voulais juste vous parler des alliances d'universités européennes qui sont effectivement aussi très très importantes pour le montage futur de projets européens. Eh bien, je vais aller plus vite. Je voulais vous parler de l'influence aussi qui est hyper importante en fait pour mieux participer aux programmes européens. Donc, je vous incite à participer aux groupes thématiques nationaux sur les programmes qui vous intéressent ici pour pouvoir influencer sur les programmes européens et à vous inscrire en tant qu'expert évaluateur, justement pour mieux comprendre les programmes européens. Ça, c'est vraiment important. Et en conclusion, donc, je vous disais que la programmation 2025 est en cours d'écriture. Elle sera, normalement, le programme devrait sortir fin avril avec une prépublication au mois de mai. Donc, ce qui est vraiment important, si vous êtes intéressé par ces programmations, c'est de rester informé. Tout est inscrit tout est publié sur notre site. Vous pouvez également vous inscrire sur les listes de diffusion des points de contact nationaux des programmes qui vous intéressent. Et puis, je vous informe également qu'on organise un webinaire d'information Horizon Europe, alors spécifiquement pour les primo-accédants, le 5 décembre prochain. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire. Voilà. Je vous remercie. Merci.